Emblématique de l'équipement militaire antique et médiéval, la cotte de maille est une pièce d'équipement militaire incroyablement réussie. Car malgré la course aux armements qui se déroule à un rythme effréné depuis l'Antiquité, elle est restée une technologie datant de l'âge du fer jusqu'à ce qu'elle tombe en désuétude au XVIe siècle. Elle a donc traversé plus de 2000 ans d'évolution de l'équipement militaire et des tactiques de combat. En tant que pièce d'équipement défensif, on la voit comme l'archétype de la tenue militaire d'un passé lointain. Et savez-vous qu'on utilise toujours de la cotte de maille ? Pas pour la guerre bien sûr, mais elle a encore des applications intéressantes. Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Embarquez avec nous dans le monde merveilleux des anneaux métalliques reliés entre eux. Comment les gens appelaient cela dans l'Antiquité ? Eh bien ce n'est pas si simple de le savoir et c'est même assez compliqué. On voit assez souvent le terme lorica amata. Lorica fait référence à une armure. Les sources utilisant le nom lorica amata sont bien peu nombreuses, surtout vu la popularité de cette armure. Mais le plus gros problème avec le terme lorica amata est sa signification. Armure accrochée. Deux explications ont été avancées. L'une est que cela ferait référence aux attaches en forme de crochet typiques des premières cottes de mailles jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ pour fixer les épaulières. La deuxième explication est que crocheter se rapporte aux anneaux tels qu'ils sont fixés pour former l'armure. Dans les deux cas, cela n'est pas si clair et ce sont des interprétations modernes d'après une traduction. On trouve aussi le terme lorica catena. C'est Sir Samuel Merrick, l'érudit qui l'a popularisé au début du 19e siècle. Là encore, peu de sources la mentionnent, et l'une d'elles fait clairement référence à une armure d'écaille plutôt qu'à une maille. Les termes de la littérature classique suggérés pour désigner la cotte de maille sont tous un peu douteux. Ils sont rarement utilisés et ne se réfèrent pas clairement à la cotte de maille. On va donc éviter ces termes. Même dans les manuels militaires romains qui nous sont parvenus et dans les récits historiques militaires comme celui de César, on ne trouve de mots pour cette armure. Le nom exact donné à cette armure durant l'Antiquité nous échappe encore. Par contre, grâce à l'archéologie, nous pouvons retracer ses origines. L'histoire des techniques nous montre que très peu d'objets apparaissent sans antécédent ni influence. L'armure de maille n'a probablement pas surgi de nulle part. Il existe des artefacts comportant des anneaux métalliques liés entre eux. L'un des premiers ancêtres suggérés est la maille de Brno-Židenice en République tchèque, datée de la période de Hallstatt. Il s'agit de petits anneaux de bronze fixés sur un textile. La quantité d'anneaux suggère que le vêtement d'origine devait être grand et lourd. On a donc pu penser que c'était les restes d'une sorte d'armure. Cette interprétation est néanmoins peu probable. Les anneaux n'étant pas reliés entre eux, la solidité structurelle de la pièce aurait reposé entièrement sur les fils textiles. Il aurait été facilement déchiré par toute arme, ce qui est fort peu pratique pour se protéger. Il est donc plus probable que cette pièce était destinée à la parure. Une autre catégorie d'artefacts est constituée d'anneaux de bronze interconnectés sans support textile, comme retrouvés dans les sépultures espagnoles d'Almalues et de Clares, datées de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les mailles sont aboutées et donc structurellement faibles, c'est pourquoi il est peu probable que ces vestiges aient servi d'armure. Il est quasiment impossible que ces objets puissent être considérés comme des précurseurs directs des armures de maille, mais ils démontrent qu'au siècle précédant l'apparition de la cotte de maille, l'assemblage d'anneaux a fait l'objet de nombreuses expérimentations. L'idée était peut-être dans l'air, mais qui a donc inventé l'armure de maille ? Depuis le début du XXe siècle, il a été suggéré de façon récurrente que les tombes scythes des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ contenaient des armures de maille, ce qui en ferait les plus anciennes trouvailles de cet équipement défensif. Il était affirmé que les tumuli de Guljajgorod et de Žulovka contiennent chacun une cotte de maille, alors que ce sont en réalité des armures d'écaille. C'est con. En fait, toutes les armures scythes signalées comme étant une cotte de maille dans la littérature s'avèrent être des armures d'écaille. Ces découvertes proviennent d'anciennes fouilles effectuées au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Une époque où les termes cotte de maille et armure d'écaille étaient utilisés librement, voire de manière interchangeable. En réalité, il n'y a pas une seule découverte de cotte de maille associée au site. Les archéologues semblent aujourd'hui s'accorder sur le fait que les Celtes ont probablement conçu les premières armures de maille. On peut les applaudir bien fort. Cette hypothèse est étayée par plusieurs faits, dont le plus important est que dès son apparition aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ et tout au long des siècles suivants, les armures de maille sont très souvent retrouvées dans des contextes celtiques de la culture archéologique dite de la Tène. Un autre fait important est que plusieurs sources littéraires la mentionnent en association avec les peuples celtes. Varron, Diodore de Sicile et Strabon parlent de leur utilisation chez les Celtes. Varron et Diodore l'associent aux Gaulois, tandis que le récit de Strabon se réfère aux Celtes de la péninsule ibérique.
Si ces sources ne permettent pas d'être certains des origines de la côte de mailles, elles apportent un éclairage important, appuyé par l'archéologie, qui constitue la meilleure source pour établir l'origine et la diffusion des armures de mailles. L'Europe de l'Est, et notamment les Balkans, avec l'artefact de Kümesti en Roumanie par exemple, le nombre d'artefacts y est plus important qu'en Europe occidentale. Cependant, cela n'est pas nécessairement révélateur de l'origine, car la quantité peut être le résultat de nombreux facteurs, tels que les processus de dépôt, la préservation archéologique ou l'intensité des recherches. Contrairement à ce qui a été dit, la distribution des premières découvertes de côte de mailles ne pointe pas vers une zone unique, mais montre une dispersion dès le début. Les découvertes proviennent d'Europe de l'Est, mais aussi des pays du centre et du nord-ouest, ce qui ne soutient pas l'idée d'une origine est-européenne, mais elle n'indique pas non plus une origine ouest-européenne. La côte de mailles semble avoir été largement répandue dans plusieurs régions dès le début. Malgré son expansion rapide, cette nouvelle technologie défensive n'était initialement accessible qu'à un nombre relativement restreint de membres de haut rang de la société, en témoigne le mobilier funéraire retrouvé avec les côtes de mailles. En examinant de plus près la répartition des traces de la première côte de mailles au cours du IIIe siècle, il est apparu que son invention ne pouvait être localisée dans une région précise. Elle est plutôt observée, dispersée sur de longues distances, ce qui témoigne de la mobilité des peuples associés à ce nouveau type d'armure. Ces premières découvertes de côtes de mailles sont presque exclusivement liées à la culture de l'Athènes, qui est la culture associée aux Celtes du second âge de fer, qui sont très probablement responsables de son invention et de sa dispersion dans toute l'Europe. Et qu'en est-il du côté des Romains, me direz-vous ? L'image de l'armée romaine est celle de soldats bien équipés. Cependant, les vestiges archéologiques ne corroborent pas cette image, du moins pendant la période républicaine. Alors que les découvertes de côtes de mailles dans les sociétés celtiques de l'âge du fer augmentent du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ, les traces de mailles romaines sont au mieux rares. La plus ancienne découverte de mailles romaines provient de la tombe des Scipions à Rome. Elle pourrait remonter au 2e siècle avant Jésus-Christ, bien qu'une date plus tardive soit également possible. Les quelques autres découvertes de mailles républicaines sont tout aussi problématiques. Plusieurs d'entre elles ont une large fourchette de dates, ce qui signifie qu'elles peuvent aussi provenir de la période impériale. Toutes sont issues d'un contexte gallo-romain, ce qui rend difficile de dire si elles doivent être considérées comme romaines, gauloises ou un mélange des deux. 3 d'entre elles ont été retrouvées dans des sanctuaires, à Mouzon, Ballon-Bouvellemant et à Alone. Le dépôt de mailles s'inscrit probablement dans la continuité de la tradition antérieure de l'âge de fer, consistant à offrir des armes et des équipements dans des sanctuaires. De telles pratiques ne cessèrent pas avec l'arrivée des Romains, mais fut incorporée à la culture militaire gallo-romaine dès la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, et cela a continué au siècle suivant. 3 boutons, qui pourraient être des fixations d'attache d'épaulières, ont été retrouvés sur l'oppidum d'Alésia. Le principal inconvénient, c'est que des boutons de forme similaire peuvent être utilisés pour d'autres choses. Les objets archéologiques donnent l'impression que la maille n'était pas courante parmi les soldats romains de la République. Les preuves matérielles sont rares et le peu qu'on a pu retrouver pourrait être plus tardive ou d'origine non romaine. Si l'on regarde les textes, les premières mentions de l'utilisation de la côte de mailles pendant la République romaine remontent au 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que les Romains ont probablement adopté la côte de mailles des peuples celtiques avec lesquels ils sont entrés en contact. Les Romains étaient connus pour avoir adopté les armes efficaces utilisées par leurs ennemis, comme les casques en fer et l'épée courte par exemple. Lorsque Polybe décrit l'équipement du soldat romain au 2e siècle avant Jésus-Christ, il dit que les soldats ordinaires portaient une plaque de métal relativement petite comme protection de poitrine et que seuls ceux dont le grade dépassait 10 000 drachmes de solde portaient une côte de mailles. C'était donc encore assez exclusif et réservé à l'élite, comme chez les Celtes. La plus ancienne preuve iconographique de l'utilisation de la côte de mailles par les Romains remonte au 2e siècle avant Jésus-Christ, ce qui confirme les déclarations de Polybe. On la trouve sur une frise de victoire représentant une bataille entre Romains et Macédoniens. Les représentations d'armes romaines, notamment de côtes de mailles, sont également rares au 1er siècle avant Jésus-Christ. On en voit aussi sur le relief de Domitius Aenobarbus, visible au Louvre. Bien que les preuves pour la République romaine ne soient pas très nombreuses, elles suffisent à reconnaître que la côte de mailles a probablement été adoptée dans la panoplie des soldats romains au 2e siècle avant Jésus-Christ, bien que probablement réservée à une élite. L'organisation de l'armée romaine a profondément changé au cours des 2 derniers siècles avant Jésus-Christ, lorsqu'elle est passée d'une organisation basée sur des levées de citoyens pour des campagnes militaires à une armée professionnelle, à temps plein, financée par l'État. La côte de mailles a rapidement perdu son exclusivité et est devenue de plus en plus courante. Lors de la guerre des Gaules, elle était probablement un élément habituel de l'équipement du soldat romain. Malgré cela, très peu de mailles républicaines ont été préservées. L'explication réside peut-être dans les processus spécifiques de dépôt d'artefacts. La période républicaine nous a donné peu d'objets archéologiques par rapport à l'Empire.
Seuls quelques exemples d'armures corporelles romaines autres que la maille, datées des 3 derniers siècles de la République romaine, sont connues. Nous avons une armure ronde retrouvée à Noumance en Espagne et une armure en écaille qui proviendrait du lac Tracymène, mais cette découverte est considérée comme une création du XXe siècle et donc fausse. La rareté des cottes de mailles de la République romaine n'est donc pas une exception, cela est raccord avec les autres pièces. Nous pouvons identifier 3 facteurs principaux expliquant pourquoi les cottes de mailles républicaines n'ont pas survécu en grande quantité. Il y a d'abord les traditions funéraires romaines qui diffèrent de celles observées au-delà des frontières. Le dépôt d'objets militaires dans les tombes n'est pas une pratique généralisée chez les Romains, même s'il se produit parfois comme dans la tombe des Scipions. Il s'agit d'un contraste frappant avec la cotte de mailles de l'âge du fer où le dépôt funéraire des cottes de mailles est le principal procédé qui lui a permis de survivre jusqu'à nos jours. Le deuxième facteur est que les Romains ne les utilisaient pas comme offrande dans les sanctuaires, dans les lacs et les rivières, bien qu'ils connaissaient cette pratique. Les quelques exemples que nous avons trouvés en Gaule romaine sont probablement une continuation des traditions pré-romaines où la pratique d'offrir des armes était bien établie depuis la fin de l'âge du fer. Le troisième facteur qui explique pourquoi la maille républicaine n'a pas survécu fréquemment est le lieu où elle était produite, réparée et recyclée. Contrairement au Principat romain, ces activités n'avaient pas lieu dans les forts et leur implantation civile. Les camps militaires temporaires de la République ne s'occupaient pas de la production et du recyclage de matériel militaire, ce qui pourrait être une explication sur le peu de traces matérielles militaires. La production et le recyclage de la maille à cette époque devaient avoir lieu sur le territoire romain, peut-être dans des ateliers en ville. Comme leur occupation peut se poursuivre pendant des siècles, ces ateliers et leurs produits sont souvent perdus pour l'archéologie. Le faible nombre de découvertes ne doit pas être interprété comme une absence de cotte de mailles, mais plutôt comme l'absence de pratique de dépôt qui aurait permis à ces pièces de devenir plus visibles au niveau archéologique. Pour l'époque impériale, à partir de l'époque augustéenne, les traces archéologiques de mailles deviennent soudainement très abondantes. Alors que l'époque républicaine ne fournit qu'une poignée de découvertes rattachables à l'armée romaine, le Principat, de 27 avant Jésus-Christ à 285 après Jésus-Christ, compte 212 objets archéologiques. En plus des cottes de mailles, on retrouve aussi les attaches en forme de S qui faisaient partie intégrante de la cotte de mailles avec les épaulières. 153 objets ont été retrouvés. Très peu de cottes de mailles ont été retrouvées avec leurs attaches encore présentes. La grande majorité de ces attaches sont trouvées isolées du reste de l'armure. Comme elles sont trouvées détachées, il est impossible de déterminer le type d'armure qu'elles pouvaient avoir servi, mais étant donné la présence fréquente de cottes de mailles, une part importante devait provenir de celles-ci, surtout qu'au niveau des représentations, on voit uniquement des mailles avec des attaches en forme de S. Elles sont tombées en désuétude pendant la période flavienne et n'ont pas perduré jusqu'au IIe siècle. Voyons maintenant comment elles sont construites. C'est un assemblage serré mais souple d'anneaux en fer, alternativement fermés et riftés. Chaque anneau passe dans les 4 anneaux voisins. Les anneaux étaient fermés par un rivet pour une meilleure solidité. De toutes les découvertes de mailles dites aboutées, donc non fermées par un rivet, près de la moitié concernent des anneaux décoratifs en alliage de cuivre. Les premières découvertes, de Chiumesti en Roumanie et de Tiefenau en Suisse, datées du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont probablement contribué à consolider l'idée selon laquelle la cotte de mailles était initialement aboutée, pour ensuite évoluer vers des armures constituées d'anneaux riftés et solides. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'est faux, car il existe des preuves de l'utilisation d'anneaux riftés, comme celles de Kirkburn et de Flutenberg, datées de la même période. Ces preuves démontrent qu'il n'y a pas d'évolution linéaire du simple au complexe. Cela aurait été trop simple. Les découvertes de Chiumesti et de Tiefenau peuvent être vues ainsi. Les artisans qui les ont créés n'avaient pas les connaissances, ou les outils, nécessaires pour produire une cotte de mailles avec des anneaux riftés et solides. Au lieu de fabriquer le vrai, ils ont eu recours à un produit qui lui ressemblait, mais qui en réalité offrait beaucoup moins de protection sur le champ de bataille. Même si c'est un objet de qualité inférieure, la similitude avec cet objet de prestige qu'est la cotte de mailles avec des anneaux riftés les rendait suffisamment désirables. Elle satisfaisait donc le besoin de statut social. Voyez cela comme l'équivalent antique du sac de contrefaçon de marque de luxe. L'analyse des cottes de mailles anciennes démontre que l'utilisation d'anneaux riftés et solides a toujours été la norme et que les anneaux aboutés ne sont observés dans la cotte de mailles que dans des circonstances particulières. Le diamètre moyen des anneaux entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ est d'environ 6 mm. Il atteindra 10 mm à la fin de l'Empire romain, et il en faut quelques milliers pour fabriquer cette armure, des dizaines de milliers même. Il faut donc être patient. Le grand avantage de cette armure, c'est que le porteur conserve toute liberté de mouvement et est protégé contre la plupart des blessures pouvant résulter d'un corps à corps. Bon, par contre, les traits d'artillerie, c'est mort. Mais n'y voyez aucun jeu de mots. Il faut dire qu'aucune protection antique ne l'est.
Elle est une excellente défense contre les coups de taille, mais l'un des inconvénients, c'est que dû à sa souplesse, elle offre moins de protection contre les coups des stocks, contrairement aux armures segmentées. Ce qui peut donc causer des dommages minimes comme un bleu ou considérables comme des os cassés, ce qui est fort peu agréable. La cotte de maille est tout de même une excellente protection, comme le montre le nombre très élevé de découvertes et de représentations. Car n'oubliez pas que si ça ne servait à rien, il n'aurait pas porté 8 à 12 kg de ferraille sur le dos. Sur ces armures, on peut retrouver des épaulières qui seront vraisemblablement utilisées jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Deux modèles semblent en usage. Le premier est une sorte de mantelet ouvert sur la poitrine. Les deux coins de cette sorte de petite cape, simplement repliés vers l'extérieur, doivent avoir été fixés à une agrafe centrale par un système de lacets. C'est la cotte traditionnelle que l'on voit par exemple sur le pilier de Mavilly du début du 1er siècle après Jésus-Christ et sur les statues d'Entremont du 2e siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs représentations impériales montrent que certains soldats, vraisemblablement d'origine gauloise d'après leur nom, pouvaient encore porter ce type de cotte au milieu et même à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est le cas de nombreux cavaliers comme Réborus, Togitio ou Romanius. Mais le modèle le plus couramment attesté sur les reliefs dès le 2e siècle avant Jésus-Christ comme à Pergame comporte deux larges épaulières fixées sur le devant de la poitrine et maintenues par une fixation transversale. Celle-ci est rectiligne au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, mais vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ et surtout à l'époque augustéenne jusqu'à sa disparition, elle sera constituée de deux agrafes en S, aussi appelées lyriformes, articulées sur un bouton central, en général en alliage cuivreux, qui pouvait être étamé ou argenté. Certaines pouvaient aussi être en fer, comme sur l'artefact de Kirkburn en Angleterre. Les attaches ne sont pas toujours visibles parmi les vestiges de cotte de maille. Il se peut qu'elles aient été perdues en raison de leur nature fragmentaire, mais elles peuvent également être dissimulées à l'intérieur d'un bloc solide de cotte de maille corrodé. On en a tout de même retrouvé avec des mailles comme à Chassenard ou Kirkburn par exemple. Histoire de les rendre encore plus jolies, il existe des décorations en alliage cuivreux dont les origines sont encore floues. Les premiers exemples d'anneaux en alliage de cuivre datent de la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, 4 découvertes ont été attribuées au 1er siècle avant Jésus-Christ. Tittelberg au Luxembourg, Pontoux et Mouzon en France et Contenay en Suisse. Les vestiges archéologiques indiquent qu'au siècle suivant, la cotte de maille avec des anneaux décorés d'alliage de cuivre était devenue une pratique courante. Au total, 16 découvertes provenant de 15 sites datent de cette période. Cette pratique reste assez stable jusqu'au 3e siècle. Il est intéressant de noter que l'utilisation d'une garniture décorative ne se limite pas à la cotte de maille, mais s'observe également sur les armures segmentées. Par exemple, les variantes de Calcrise et de Newstead présentent parfois une garniture en alliage de cuivre qui contraste avec les plaques de fer de l'armure. Cela suggère que l'utilisation de garnitures contrastantes pourrait avoir été une tendance ou une préférence plus générale dans la décoration des armures romaines. Depuis l'apparition des armes à feu, cette armure a progressivement perdu son intérêt en tant que protection corporelle. La maille refit son apparition dans l'équipement militaire des occupants des chars de combat britanniques lors de la Première Guerre mondiale. Les masques de protection étaient constitués en partie de cuir et en partie de mailles annulaires afin de les protéger contre les éclats de peinture et de métal éjectés des parois à la suite des impacts de projectiles. La plus grande utilisation de cotte de maille est aujourd'hui faite par des professionnels qui l'utilisent pour se protéger des coupures, comme les bouchers par exemple. On en trouve aussi des reproductions pour la reconstitution historique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire.